Bon, alors, pour essayer juste de dire quelques mots de manière à éviter toute frustration, mais c'est dur quand on se dit il faut que je sois hyper brève, ça risque toujours de déraper, donc bon, voilà. À la Técopole, on réfléchit aussi bien sur les constants, en fait, et on les réfléchit en interdisciplinarité la plus large. On réfléchit sur les propositions, voilà, les hypothèses différentes de transformation de la société, et on réfléchit aussi beaucoup sur la question des verrous. Donc Jean-Michel a dit, quand on sera majoritaire, le système, ou enfin les dominants commenceront à se défendre. Et en fait, cette réalité-là, elle est déjà extrêmement présente. Donc c'est juste quelques mots que je vais dire là-dessus pour répéter, hélas, que voilà, malgré des journées inspirantes comme celle-là et les témoignages de toutes ces propositions dont on a bien compris qu'il ne fallait pas les appeler les alternatives, mais le vrai monde, la vraie économie, le retour sur Terre, comme on veut, malgré tout, les trajectoires qu'on continue d'emprunter ne sont pas les bonnes. C'est-à-dire à l'échelle du monde global, on est toujours dans une accélération de l'accélération et des impacts, et même à l'échelle de notre pays, où par exemple sur les émissions de CO2, qui est un des marqueurs principaux, il y a une sorte de mini légère début d'amorce de baisse. Vous voyez comme je suis prudente. En vérité, on est très loin des trajectoires qu'il faudrait suivre. Et maintenant, c'est toutes les autorités qui commencent à le dire, le Haut Conseil pour le climat ici, la Commission européenne encore ces jours-ci, etc. On en est extrêmement loin. Donc pourquoi? C'est là qu'il y a quand même une réflexion de fond à mener. Pourquoi? Alors même qu'il y a une éco-politique mondiale qui est mise en place, il y a des politiques environnementales qui ont maintenant des décennies, il y a des politiques du RSE, il y a des tentatives de subvention, etc. Pourquoi? Parce que tout ça, en fait, c'est marginal face à un cadre qui reste dominant. Donc Jean-Michel l'a abondamment démontré, la croissance, le système capitaliste, les infrastructures du passé, ces infrastructures de l'Anthropocène, comme disent Mona et Landivar, qu'il faudrait déstructurer, on fait l'inverse. La 69, mais tant d'autres cas, on les renforce encore finalement. Donc on reste là-dedans. Et du coup, ce qui se manifeste, ce sont à la fois des logiques d'inertie. Nous, on l'a employé si souvent à la Técopole, ce petit mot du as usual, qui, malgré tout ce qu'il faudrait faire de différent, malgré quelques bonnes mesures ici ou là, continue à dominer très largement. Donc ça, cet effet d'inertie, c'est très présent. La deuxième chose sur laquelle on a pas mal travaillé à la Técopole, c'est ce que nous on appelle le greenwashing. On a publié un bouquin là-dessus, vous le connaissez peut-être, Greenwashing, manuel pour dépolluer le débat public, qui maintenant est sorti en poche, collection Point. Le greenwashing, c'est quoi? Au sens premier, trivial, que tout le monde connaît, et le mot a été inventé dans le débat public depuis la fin des années 80, 1980, c'est du petit enfumage, de la com verte, voilà, pour quelque chose qui ne l'est pas. Mais nous, on y voit un mécanisme beaucoup plus fort, non seulement des discours trompeurs, mais aussi des dispositifs où on s'enferre dans de fausses voies qui ne sont pas des manières de répondre à l'enjeu. On parle aujourd'hui de maladaptation, etc. Ça va être des déplacements des problèmes écologiques vers d'autres choses qui prétendent répondre, qui n'y répondent pas. Et finalement, au plus fort, on y voit un mécanisme à la fois structurel et systémique, en fait, de notre société dans son incapacité de répondre à l'enjeu écologique. Pourquoi ? Parce que ça met en cause ses fondamentaux, qu'ils soient économiques, technologiques, politiques, en termes de pouvoir entre les individus, de la manière de faire société, d'imaginaire, de culte du progrès, etc., etc., évidemment de monde et de cadrage économique. Donc, dans le bouquin, il y a un chapitre en propre sur la finance verte, en montrant que c'est quasiment un oxymore, comme tant d'autres choses. Donc, je vous y renvoie. Et ce qui nous paraît très intéressant à souligner aujourd'hui, c'est que en fait, ces processus qui ont été analysés par tout le monde, là, moi, j'ai pas pu venir dès le début de la journée, mais en tout cas, pour ce que j'ai entendu, tout le monde analyse par son optique à peu près la même chose. Marchandisation, financiarisation, enfin, capitalisation, financiarisation derrière, spéculation qui va avec, etc. Tout ça se poursuit. Et aujourd'hui, dans les solutions qui nous sont proposées, il faut bien voir qu'il y a quelque chose qui devient hyper prégnant, c'est à mesure que la financiarisation progresse, y compris la financiarisation de la nature, la financiarisation des solutions dites basées sur la nature, dont on peut parler de plein d'impacts, par exemple l'impact sur la biomasse, sur les forêts, sur les sols, les terres agricoles, tout ça. Bien sûr, les terres agricoles, tu connais ça, mais voilà, sont soumises à une pression croissante. Et dans le même temps, ce qui se déplace, ce qui monte en puissance sont des logiques de compensation. Ce terme de compensation, il est vraiment très très important aujourd'hui pour comprendre ce qui est en train de se jouer. Là aussi, dans le bouquin, on a un chapitre qui y renvoie. Alors,
pour être vraiment super sommaire, je vais juste terminer en abordant un autre point, inertie, greenwashing, mais il y a aussi aujourd'hui des dynamiques vraiment de régression, quoi. C'est-à-dire, on a eu Trump, Bolsonaro, là il y a un autre fou en Argentine qui va peut-être être élu, bon. Mais finalement, même dans nos démocraties parlementaires, notamment européennes, où on pensait quand même que l'urgence, l'aggravation, l'emballement des enjeux écologiques allait peut-être aller vers une espèce de consensus politique, même peut-être un peu mou, mais en tout cas pour être à peu près aligné sur les constats. Ce qu'on voit se produire aujourd'hui, c'est quand même des régressions vraiment dans le champ politique. Hein. En septembre, le gouvernement britannique, alors je cite là, je me l'étais noté, c'est dans les Échos, hein, c'est pas dans le journal La Décroissance ou dans une feuille de chou d'une association écolo. C'est les Échos qui titrent « Le gouvernement britannique sacrifie sa feuille de route climatique sur l'autel de l'inflation. » De l'inflation. Donc renoncement sur les voitures thermiques, assouplissement de la question des rénovations, on va laisser les gens dans les passoires thermiques plus longtemps, pas de taxe sur la viande, ni sur les voyages en avion, le covoiturage pas plus aidé que ça, etc. etc. Donc c'est assez profond. Mais ça arrive en France, ça y est, vous avez bien entendu Laurent Wauquiez dire que le zéro artificialisation nette, quelque chose qui est réglementaire, qui est aligné avec les objectifs, ils s'en tapaient le coquillard, quoi. Voilà. Et je cite pas d'autres exemples. En fait, on sent que c'est quelque chose de montant. C'est-à-dire, dans le champ politique, l'extrême droite, c'est toujours désintéressé à l'enjeu environnemental, sauf que maintenant, ça lui offre une sorte de solution miracle pour dire que la relocalisation entre natifs, autochtones, contre les migrants, c'est bien. Voilà, et puis il y a tout un champ politique finalement qui est en train de se déplacer. Alors, bon, il ne faut pas généraliser absolument, il y a des individus qui se battent, etc. Mais quand même, disons que, voilà, il y a une partie du champ politique qui est en train de considérer, j'en termine très vite, hein, mais de trouver, et c'est là qu'il faut être vraiment vigilant, de trouver que l'écologie c'est cher. C'est le discours qui monte. Et finalement, on va avoir des élites en train de défendre la fin du mois pour les plus pauvres. Parce que quand même, changer sa voiture pour une voiture électrique, c'est cher. Isoler son logement, c'est cher. Et donc, les pauvres décrochent. Et du coup, les pauvres, par des discours démagogues, on pourrait essayer de les amener à du green bashing, c'est-à-dire à déconsidérer complètement l'enjeu écologique. Ce qui n'est pas forcément le cas, mais ces discours-là sont montants. Et donc, cette espèce d'idée que l'écologie, c'est cher, mais cher pour qui? Cher comment? Cher dans quelle circulation de l'argent? Donc vous voyez, moi je connais rien à l'économie, mais je retombe sur le questionnement qu'on peut porter face à l'argent. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui de dire l'écologie est un truc de bobo, de luxe, c'est cher? Mais posons la question de la surtaxation des très riches, comment on fait société, les inégalités sociales, comment on répartit la valeur dans cette société. Prenons le problème dans ce sens-là. Et peut-être là, l'écologie ne sera pas si chère. Peut-être que ce sera une solution de sortie d'un système capitaliste qui est un système d'oppression dont toutes les études les plus solides montrent que ces dernières décennies, il est en train de concentrer comme jamais auparavant les inégalités et, voilà, et les disponibilités financières. Voilà, c'est tout. C'est un peu difficile de clôturer. Moi, je Tu peux peut-être dire qui tu es. Ah oui, je vais dire qui je suis, c'est vrai. Donc moi, je suis Josette Combe. Je viens de laisser mon mandat de coprésidente du MES entre les mains de Bérénice, qui va faire ça très bien, et moi, je vais pouvoir un peu me reposer. Et je suis encore membre du RIPES, le réseau intercontinental de promotion de l'économie sociale et solidaire Europe. Voilà, où j'étais responsable de la communication. Et je viens aussi laisser cette charge, car je veux m'occuper un peu de mes moutons. Alors, pour conclure, je voudrais m'arrêter sur quelques-uns des mots que vous avez utilisés, bien entendu, mais je voudrais citer quand même ce cher Polanyi qui a dit, et qui a été quand même à l'origine de nos réflexions, il y a 3 marchandises fictives, la terre, le travail et la monnaie. Donc ça veut dire qu'on spécule sur finalement des marchandises qui ne devraient pas en être. Mais en effet, on a marchandisé les corps des ouvriers, on a marchandisé la terre à l'infini, et la monnaie maintenant sert à faire de la monnaie,
On le sait très bien, il y a 98% de l'argent qui circule pour ne faire que de l'argent et 2% seulement qui sert à faire vraiment de l'économie. Et quelle économie? Parce que je reviens à ce que disait mon cher Frédéric, c'est qu'en effet, l'économie, c'est la gestion de la maison. Il y a beaucoup de gens qui sont oubliés dans l'économie, en particulier les femmes, qui gèrent la maison comme elles peuvent, en étant pauvres la plupart du temps. Il ne faut pas oublier que 70% des plus pauvres sont des femmes, comme par hasard. Donc je voudrais revenir sur un terme qu'on n'a pas beaucoup employé, mais qui me semble important à revoir, c'est rationalisation. Qu'est-ce que c'est que cette rationalisation? C'est la même racine que raison. Y a-t-il une raison pour rationaliser sur seulement un critère qui est le rendement économique, en oubliant tous les autres, complètement? Les impacts écologiques, évidemment, les impacts sociaux, les impacts humains, parce que ce qu'on ne prend pas non plus en compte là-dedans, c'est toute l'humiliation des gens qui sont exploités. C'est énorme. Cette humiliation, elle retentit dans l'ensemble d'une société. On ne peut pas être heureux quand un nombre aussi important de gens sont malheureux à côté. Bien entendu, en sachant que, qu'est-ce qu'on introduit? On introduit la peur de l'autre. Parce que s'il y a tant de pauvres, ils vont venir me piquer mes trucs, mes pauvres petits trucs que j'ai accumulés quand je fais partie de la classe moyenne à la sueur de mon front. Donc il y a un déséquilibre absolu culturel. Et c'est sur la culture qu'il faut s'appuyer pour travailler ces questions-là. Parce que c'est le changement d'imaginaire qui va faire que les gens en auront assez d'acheter des trucs qui ne leur servent à rien, qu'ils mettent à la poubelle, qui font du déchet, au détriment de ce qui pourrait les rendre heureux, c'est-à-dire s'occuper de leur propre vie, faire leur bouffe au lieu d'acheter des trucs surgelés ou je sais pas quoi qui sont imbouffables, et s'occuper de leurs enfants, et etc. Autant de postes de la vie quotidienne qui ont été abandonnés avec ce système capitaliste qui exploite tout le monde, y compris les enfants. Parce que les enfants en maternelle, ils sont évalués. Moi, ça me rend folle. À 6 ans, on dit celui-là, il sera bon et celui-là, il sera mauvais. Mais c'est horrible. Il y a plein d'exemples qui montrent que des soi-disant cancres sont devenus des génies, dont Einstein d'ailleurs, qui était complètement idiot jusqu'à 5 ans. Bon. Donc tout ce système de cotation, d'évaluation qu'on appelle rationalisation, c'est de la folie pure. C'est pas de la raison, c'est de la folie pure. Donc c'est là-dessus, évidemment, que nous devons nous serrer les coudes, être ensemble, et je suis tout à fait d'accord, et OMES comme au RIPES, on fait les liens avec les luttes le plus possible. Le RIPES travaille dans 26 pays européens, et dans ces 26 pays européens, nos correspondants sont des gens qui travaillent sur les communs, sont des gens qui travaillent sur l'agriculture, sur la bonne agriculture, sont des gens qui travaillent sur l'habitat, etc., etc. Donc, c'est ces liaisons-là qu'il faut faire. Et un projet comme celui de Frédéric est tout à fait inspirant, parce que quand on combine tous les morceaux de la vie qui sont importants pour l'être humain, dont l'immatériel, parce que l'immatériel aussi, ça a une valeur. J'écris. Ben, je peux vous dire qu'à la fin, quand vous avez écrit et que vous sortez un bouquin, ce qui vous revient, c'est ridicule. C'est absolument ridicule. Alors qu'il faut mettre un certain temps, etc. C'est l'imprimeur, c'est le distributeur, c'est l'éditeur, etc. Et là aussi, il y a quelque chose qui relève de l'absurde. Comment ça se fait qu'un artiste ne peut pas vivre de son travail? Je ne me prétends pas artiste, mais je pense à tous les artistes qui ont du mal à vivre. Heureusement, on a un petit système en France et on est un des seuls pays à l'avoir. Donc, la question centrale, c'est changer d'imaginaire. Alors, je voudrais, pour conclure, avoir un tout petit peu d'optimisme. Pourquoi? Parce que ça fait 40 ans que je travaille dans l'économie solidaire et que quand j'ai commencé, on me disait « Dans quoi ?» Pardon ?
de quoi vous parlez. Et maintenant, je rencontre des tas de gens qui savent ce que c'est, qui s'y intéressent, qui sont ici pour en entendre parler, qui sont participants de l'économie solidaire. Une société, c'est une machine très lourde, très pleine de résistance. Il est vrai que les puissants sont en train de mettre au point toutes leurs batteries pour nous casser la figure, hein, on le voit partout. Mais il ne faut pas oublier qu'ils sont 1%. Et que, comme disaient les New-Yorkais, ils sont 1%, nous sommes 99%. Il ne faut pas l'oublier. Et je pense que trop d'humilité et de peur nous freine. En réalité, nous sommes très nombreux. Et si nous réussissons à convaincre tous ceux qui pensent qu'ils n'auraient pas intérêt à changer de système, qu'au contraire, ils auraient intérêt, ils gagneraient. On n'a pas besoin de travailler autant qu'on travaille. On n'a pas besoin, on fabrique un tas de trucs inutiles. Donc on peut rationaliser cette fois, rationaliser ce que l'on produit au profit de productions qui ont vraiment un intérêt. Tout le reste, on peut être autoproducteur, on le sait, et peut-être que les 1%, ils vont peu à peu, moi c'est mon ambition, tirer le tapis, peu à peu. On va revenir vers vous aussi pour les références que vous avez citées, les ouvrages, parce que l'intérêt c'est aussi d'aller chacun rechercher de quoi se nourrir et réfléchir et agir. On a un petit pot, simplement sachez qu'à 45 on s'en va. Donc vous avez le temps de boire un verre et de